Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur où nous allons aborder deux histoires qui ont traumatisé les personnes qui les ont racontées. Et je vous dis qu'après les avoir lues, j'étais pas très bien. Donc sans plus attendre, on est parti pour en voir un peu plus sur ces récits frissonnants. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Ophélia. Ophélia vivait dans une petite ville, elle avait 14 ans au moment des faits. Quand je dis que c'est une petite ville, il y avait 9000 habitants dans la ville. C'était une ville principalement composée de fermiers. Du coup, forcément, dans cette ville, tout le monde se connaissait. Il y avait quand même un lycée avec une équipe de baseball, donc petite ville américaine classique. Ophélia avait une amie qui s'appelait Sarah. Sarah avait un grand frère qui s'appelle Aaron, il était dans l'équipe de baseball, il était lanceur, et Aaron avait un ami qui s'appelle Sam qui lui était assistant du coach. Régulièrement, les parents de Sarah et Aaron les laissaient, avec Ophélia et Sam, seuls chez eux, et ils pouvaient faire plutôt ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire des soirées, ils n'avaient vraiment aucune règle. Les parents d'Ophélia également se fichaient un peu de ce que faisait leur fille, et Sam lui vivait également chez ses parents, mais le groupe d'amis ne les avait jamais rencontrés. Ophélia se disait que, vu que Sam était tout le temps avec eux, eux aussi devaient laisser Sam faire ce qu'ils voulaient. Aaron et Sam surveillaient assez régulièrement les deux jeunes filles quand elles étaient en soirée. Voilà, ils gardaient un œil un peu protecteur sur elles. D'ailleurs, leurs amis de l'équipe de baseball n'avaient aucun droit de les approcher, tout simplement. Et c'était d'ailleurs aussi une des raisons de pourquoi ces deux jeunes filles n'avaient jamais eu de petite amie. C'était le dernier match de baseball de la saison. Aaron était lanceur, était titulaire dans l'équipe, Sam coachait l'équipe et malheureusement l'équipe a perdu. Après cet événement, comme à leur habitude, toute l'équipe est allée faire une petite soirée. Ils la faisaient de toute manière, peu importe le résultat du match, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ils ont donc fait leur soirée, l'ensemble du groupe d'amis a quand même pas mal bu ce soir-là, et après avoir consommé plus qu'elle ne le devait, Ophélia a renversé un verre dans la cuisine. Sam l'a aidé à nettoyer, et après ça ils sont restés dans la cuisine ensemble à parler un petit peu. Ophélia étant totalement dans le mal, Sam l'a emmené dans la chambre de Sarah, lui a fait un petit câlin et il l'a couchée pour qu'elle se repose. Forcément cette nuit-là Ophélia n'a pas très bien dormi, mais le matin elle s'est réveillée avec un mal de crâne assez énorme, et en fait elle a eu une sorte de trou noir à son réveil. Ophélia sait qu'elle s'est réveillée plusieurs fois, mais elle a un énorme trou noir sur ce qu'il s'est passé. Elle se souvient avoir entendu crier, s'être réveillée et voir la mère de Sarah et Aaron dans le salon avec ses deux enfants, mais également avec le shérif de la ville. Plutôt étrange. Tout le monde semblait assez choqué, donc Ophélia se dit que ça n'a sûrement rien à voir avec le fait qu'ils aient fait une soirée. Au fur et à mesure qu'elle se réveille, Ophélia reprend peu à peu ses souvenirs et elle se souvient que le shérif lui a demandé à quel moment elle avait vu Sam pour la dernière fois. Ophélia avait du mal à répondre au shérif parce qu'elle disait qu'elle n'était pas dans son état normal, mais voilà, elle dit qu'elle l'avait vu dans la cuisine et qu'elle l'avait touché. Le shérif avait un petit bloc-notes dans lequel il a écrit ce que lui racontait Ophélia, et ensuite il est reparti de la maison, ce qui semblait vraiment très étrange pour Ophélia. Ophélia, qui est maintenant bien réveillée, rejoint Sarah, Aaron et leurs parents dans la pièce à vivre, et elle se dit, la police cherchait Sam comme s'il était en fuite. Elle demande donc ce qu'il s'est passé la veille parce qu'elle ne s'en souvient pas très bien, et enfin elle a la réponse à toutes ces questions. Sam était en fuite et était recherché par la police parce qu'il avait assassiné ses parents. Il les a assassinés la veille quand il est rentré chez lui après la soirée. Pour le petit côté creepy, il les a assassinés avec une hache. Dans les faits, Sam a participé au match de baseball, à la soirée, et quand il est revenu chez lui, il est allé dans un petit cabanon qui se trouvait à l'arrière de sa maison, il s'est saisi d'une hache, il l'a plantée dans la tête de son père qui regardait à la télévision. Sa mère, qui a assisté à cette scène, a couru vers le téléphone et a composé le 911, et Sam l'a assassiné pendant qu'elle était en ligne avec l'opérateur du 911. Après cela, il a disparu pendant 2 jours. Ophélia était totalement choquée en apprenant cette nouvelle parce que Sam était quand même un gentil garçon, donc on ne pouvait pas supposer qu'il allait faire ce genre de massacre. Elle pensait que c'était une mauvaise blague ou même qu'elle était encore en train de rêver. Elle ne se souvient plus très bien ce qu'elle a fait les 2 jours où Sam était en fuite parce qu'elle était encore sous le choc. Ophélia nous confie également qu'elle ne se souvient pas très bien de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours parce que pendant cette courte période, elle a augmenté sa consommation avec Sarah de drogue et d'alcool, ce qui n'a pas aidé justement à lui raviver la mémoire. Après ces 2 jours, Sam a été retrouvé. Il a avoué son crime, l'enregistrement a été fait sur une cassette par les enquêteurs, mais il n'a jamais donné aucune raison de pourquoi il avait commis cet acte infâme. Ce qui reste du coup pour les habitants de la ville un véritable mystère. Forcément pendant un moment c'était le sujet principal de conversation dans la ville, mais au bout d'un moment tout le monde a décidé d'aller de l'avant et du coup décidé de ne plus en parler du tout. C'est une histoire assez glauque, assez surprenante, je pense, parce que quand tu te dis que quelqu'un que tu connais, que tu as côtoyé, qui t'a un peu
protégé a commis un acte de la sorte, je pense que tu tombes totalement dénu. Et en plus, moi, ce que je déteste, c'est de ne pas savoir les mobiles. Et là, on n'a pas le mobile. Après, dans les commentaires de ce thread, tout le monde y est un peu allé de sa théorie. Et celle qui ressort le plus, c'est qu'en fait, Sam était peut-être battu par ses parents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un conflit entre les parents et Sam qui l'a rendu totalement fou. Je vais maintenant vous raconter le récit de Josh, mais ce n'est pas lui qui a vécu quelque chose de frissonnant, c'est son père, Jonathan. Jonathan, il travaillait dans une entreprise et en fait son travail c'était de couper des arbres dans les forêts, donc en fait il pilotait des grosses machines qui permettaient d'abattre de gros arbres en même temps dans les forêts. Forcément son métier impliquait qu'il se retrouve seul pendant de longs moments dans les forêts, on sent que ça commence à puer déjà. Petit détail qui a son importance, Jonathan était payé par rapport au nombre d'arbres qu'il avait coupés et pas au temps qu'il avait passé à les couper. Donc c'est pour ça qu'il faisait des grosses journées, des journées de 16 ou 20 heures pour couper un maximum d'arbres et avoir la rémunération la plus confortable possible. Lui, il coupait les arbres et ensuite le reste de l'équipe venait et nettoyait un peu la zone en enlevant les arbres qu'il avait coupés. Il travaillait 50% du temps totalement seul et les restes 50% avec une autre personne qui faisait la même chose que lui. Ce collègue s'appelait René. Ils utilisaient pour communiquer entre eux des talkie-walkie et du coup, René et Jonathan avaient été envoyés sur un nouveau site, un nouveau contrat pour abattre des arbres dans une forêt. Cette forêt était assez isolée, donc normalement ça devrait être un job plutôt classique qui ne signalait rien de dangereux. Tout se passait bien jusqu'au moment où ils ont commencé à entendre dans leur talkie-walkie des sortes de voix incompréhensibles, comme s'il y avait une autre fréquence qui interférait avec la leur. Ce n'était pas par moments, c'était vraiment constant. À chaque fois qu'ils utilisaient leur appareil, ils entendaient ces sortes de voix. Et peu importe la fréquence qu'ils utilisaient, ils entendaient ça, donc c'était assez perturbant pour eux. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans la forêt, les voix devenaient de plus en plus audibles. Les deux collègues sont convaincus que quelque chose ne va pas, parce qu'en plus de ça, ils ont trouvé des conteneurs assez étranges qui indiquaient clairement qu'il y avait des gens qui étaient passés par là récemment, alors que normalement ça devrait être totalement inoccupé. La forêt était vraiment entre deux montagnes, donc c'était quasiment inaccessible. C'est pour vous dire, ils ont passé 3 semaines à dégager la route pour pouvoir faire passer leur machine jusqu'à l'endroit où ils devaient se rendre. Plus inaccessible que ça, je pense que c'est compliqué. Ce qui est inquiétant pour les deux collègues, c'est qu'ils ne sont pas censés quitter les lieux d'ici une semaine. Donc forcément, ils commencent à avoir un petit peu la pression, les deux collègues. Et en fait, pour ce job, ils devaient camper dans la forêt. Et les seules fois où ils devaient la quitter, c'était pour éventuellement retourner dans leur camion pour aller chercher un peu d'essence pour alimenter leur machine. Donc, ils étaient totalement isolés, à deux dans une forêt avec possiblement des gens qui étaient mal intentionnés. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Est-ce que on a envie de faire ce métier? Personnellement, je pense que je passe mon chemin. Un jour, René était en train de marcher dans la forêt quand il est tombé sur quelque chose qui l'a intrigué. Il a appelé Jonathan pour enquêter un petit peu sur ce qu'il y avait et ils ont trouvé des éléments assez perturbants. Il y avait une tente avec un seul sac de couchage et un sac. Ils ont ouvert le sac. Et ce qu'ils ont découvert dedans, ça pourrait nous mettre des frissons vraiment si on était à leur place. Ils ont trouvé des sous-vêtements d'enfants. Déjà là on a un problème. Mais il y avait autre chose. Il y avait aussi d'autres objets qui séparément pourraient être anodins, mais ensemble, ça tenait pas en confiance. Il y avait de la corde, du ruban adhésif, des photos d'enfants attachées, mais également des photos d'enfants prises pour sûr sans qu'ils le sachent. Autant vous dire que là, faudrait appeler la police directement. Après, je suppose que dans cette forêt, on n'a pas de réseau. Dans la tente, il y avait également de la nourriture et des boissons, notamment une pomme qui n'était pas moisie, ce qui indique que l'occupant de cette tente était là encore récemment. À quel moment ces deux hommes ne s'enfuient pas en courant? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne serais déjà pas rentré dans la forêt. Sécurité, avant tout. Donc déjà qu'ils n'étaient pas très rassurés d'être dans la forêt seule en entendant les sortes de voix sur leur talkie-walkie, maintenant ils se disent qu'ils sont seuls dans une forêt avec possiblement un agresseur d'enfants. René veut absolument quitter la forêt sans finir le travail, mais Jonathan, lui, est quelqu'un qui est quand même assez travailleur. Lui, il se dit non, on finit le travail et après on s'en va. Honnêtement, je ne sais pas si dans ce contexte-là c'est une qualité. Les deux hommes décident donc de rester, mais prennent une décision, celle de ne plus parler dans leur talkie-walkie pour éviter que les personnes qui se trouvent avec eux dans la forêt ne les entendent. Ils se disent qu'ils communiqueront uniquement en cas d'urgence. Le but, c'est essayer de comprendre ce qui se dit dans leur radio pour voir un petit peu ce qu'ils se trament. Ils continuent donc leur travail et à un moment donné, à force de s'enfoncer dans la forêt, ils arrivent à entendre vraiment distinctement ce qui est dit à la radio. Apparemment, ce seraient deux hommes qui collecteraient de l'eau et du bois pour faire un feu. Rien d'anormal, sauf que ces gens ne devraient pas du tout se trouver ici. Et en plus de ça, on a une tente avec des éléments assez dérangeants à l'intérieur. À la fin de la journée de travail,
Jonathan entend de nouveau les hommes parler sur la radio et là il prend la décision, je sais pas si c'est très intelligent, de leur répondre. Il leur dit: qui êtes-vous et que faites-vous ici? Juste après qu'il ait dit ça, les hommes ont totalement arrêté de parler. Est-ce que Jonathan aurait fait une boulette? C'est fortement possible. Cette nuit-là, René et Jonathan dormaient dans un camping-car. À un moment donné, René réveille Jonathan en lui chuchotant de se saisir de son arme car il y aurait peut-être quelqu'un dehors. Effectivement, Jonathan, quand il se réveille, il tend un peu l'oreille et il entend des bruits de pas qui tournent autour du camping-car. Forcément, il fait ce qu'on lui dit, il prend son arme à feu, sauf qu'il se rend compte qu'il n'a pas mis le chargeur dedans et il ne sait pas du tout où il est. Donc là, forcément, les deux hommes commencent un peu à paniquer, ils se disent qu'ils ne peuvent pas appeler la police parce qu'ils n'ont pas de réseau, et ils entendent le bruit de la poignée de porte du camping-car qui commence à bouger. Le camping-car est un peu surélevé, du coup, ils se préparent à sauter par la fenêtre arrière du camping-car, et ils entendent quelqu'un qui gratte sur la porte de là où ils se trouvent. Au bout de 4 minutes de grattage en continu sur la porte, Jonathan fait un signe de tête à René, signe qu'il faut sauter du camping-car. Il passe donc par la fenêtre tranquillement, il décide de rester un peu assis pour voir ce qu'il se passe, et au bout de quelques minutes, ils se disent: on va essayer de choper le mec, de le prendre à revers. Ils se disent qu'ils vont chacun faire le tour du camping-car pour se saisir de l'homme par surprise. Ils se lèvent donc tous les deux tranquillement du camping-car pour être le plus discret possible. Ils se dirigent vers la porte, là d'où viennent les bruits. Et au moment où ils atteignent la porte, Jonathan ressent une douleur intense de son œil droit à sa joue gauche. En fait, il s'est pris un coup de couteau en pleine face. Jonathan, très surpris et qui souffre affreusement, tombe sur le sol. Un homme se met sur lui et un autre homme le frappe derrière la tête. René, lui qui n'avait pas été vu, arrive à dégager l'homme qui se trouvait sur Jonathan. Il aide Jonathan à se relever et il remarque qu'il y avait du coup deux personnes, un avec un couteau, un autre sans. La personne qui n'avait pas de couteau s'enfuit en courant dans la forêt et l'autre homme qui était de bas sur Jonathan, qui avait été éloigné par René, s'est relevé et a rejoint son complice en fuite. Jonathan et René s'enfuient de la forêt, ils remontent dans leur camion et ils vont à l'hôpital le plus proche. Jonathan, il a un gros coup de couteau en pleine face, faut soigner ça. Après cela, une fois qu'il est hors de danger, il décide d'aller voir la police pour raconter ce qu'il s'est passé. Sans surprise, les deux hommes ont quitté leur emploi juste après cet événement. Du coup, l'entreprise a envoyé une nouvelle équipe sur les lieux pour terminer le travail. Et 2 semaines après, Jonathan a appris que une des personnes de l'équipe a été retrouvée bâillonnée, ligotée, agressée et assassinée, et son corps en fait a été retrouvé dans un fossé dans la forêt. Personne n'a jamais été condamné pour ces crimes, tout simplement parce qu'on ne savait pas qui avait fait ça, même si nous, avec le témoignage qu'on a eu de Jonathan, on sait un peu, je pense, qui sont les coupables. Et depuis ce jour, Jonathan voit très mal de son œil droit et n'a jamais réussi à vraiment dormir la nuit car il souffre désormais d'un syndrome post-traumatique. Est-ce qu'on comprend? Totalement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est une histoire, franchement, j'ai eu des frissons quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons quand je vous l'ai raconté parce que tu te dis, déjà, t'es au milieu de nulle part. Ça peut en effrayer certains. Dans une forêt, ça peut effrayer encore plus. Et après, avec tous ces événements, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas un seul moment où tu te dis, je suis en sécurité. Et finalement, quand tu apprends en fait que les gens, en fait, c'est juste c'est clairement des psychopathes. Après, on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur ces agresseurs. On ne sait pas si d'habitude ils enlevaient des enfants ou s'ils enlèvent vraiment n'importe qui. Donc ça reste assez mystérieux. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'on nous dise dans quelle forêt ça s'est passé pour être sûr de ne pas y aller. De toute façon, je pense que j'ai pu aller dans aucune forêt à force de faire des threads dans les forêts. Ça va être vite réglé. Bon les amis, je vous ramène en sécurité maintenant. Vous voyez, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de forêt, donc pas de soucis. Je vous jure, cette dernière histoire, elle m'a retourné. Tu passes de la découverte, justement, du lieu de vie de ces agresseurs, je pense que c'était ça, la tente qui a été trouvée avec les différents éléments, et après, t'as l'agression de Jonathan et de René. Pour quel traumatisme. Déjà, tu dois pas être bien quand tu découvres déjà la tente, de base, mais après, le soir, t'imagines, ils s'étaient pas réveillés? Ça aurait pu très mal tourner pour eux, et c'est ça, tu te dis, il y a eu un enchaînement de petits trucs qui ont fait qu'ils ont pu s'en sortir, mais de base, ils étaient foutus pour moi, clairement. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront fait frissonner. Dites-moi si vous avez toujours envie d'aller en forêt maintenant après ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!